Dès qu'ils se sont retrouvés seuls, il a mis de la musique forte. Les voisins se sont souvenus plus tard d'avoir entendu du rock venant de son appartement. Il l'a attaqué. La première chose qu'il a faite a été de lui bâillonner la bouche avec du ruban adhésif, large, de chantier, dont les traces sont restées sur ses lèvres, sur la peau autour de sa bouche. Adrien était cruel, et, en regardant Madison dans les yeux, il a empêché la fillette de respirer pendant une demi-heure, lentement, pas d'un seul coup. Il appuyait, puis relâchait. Il appuyait de nouveau, jusqu'à ce qu'elle perde connaissance définitivement. Quand la victime a cessé de montrer des signes de vie, a cessé de bouger, de respirer, il a commis l'acte qu'il désirait, profitant de son impuissance. Puis, il l'a mise dans un grand sac de sport, ce même sac gris qui venait du débarras. Mais avant de la sortir de l'appartement, il a compris que la fillette était encore en vie. Il a entendu un râle, une faible respiration. Sa poitrine se soulevait. Pour qu'elle ne puisse pas survivre et ne rien raconter à personne, le criminel a pris un couteau dans la cuisine, un grand couteau de cuisine. Il a porté un coup, brusquement, avec force. Des éclaboussures ont atteint le mur. C'est grâce à cela que des traces ont pu être retrouvées dans l'appartement. Elles étaient nombreuses. Sur le sol, sur les meubles, même au plafond, les gouttes avaient giclé loin. Mais même cette blessure n'a pas été immédiatement fatale pour la fillette. Son cœur battait encore. Selon le rapport du médecin légiste, Maddy est décédée d'asphyxie positionnelle. Cela signifie que sa position dans la benne à ordures était telle qu'elle ne pouvait tout simplement pas respirer normalement. Elle était allongée sur le côté. Ses voies respiratoires étaient obstruées. Son menton était pressé contre sa poitrine. Et la fillette s'est éteinte lentement, dans l'obscurité. Ils se connaissaient bien tous les deux, se voyaient souvent dans la cour. Adrien jouait avec les enfants du quartier, leur montrait des tours de magie. C'est pourquoi Madison faisait confiance à Aggie. Quand il l'a appelée, elle l'a suivi volontiers, sans hésiter. Le criminel a simplement profité de sa confiance. Le procureur de district a insisté sur le fait qu'en raison de la cruauté du crime, Adrien devait être jugé comme un adulte. Il a plaidé avec passion et conviction. Il estimait que cet adolescent, malgré son jeune âge, était très dangereux pour la société. Si sa liberté n'était pas restreinte à jamais, cela ne mènerait qu'à de nouvelles victimes. Il nuirait à nouveau. Après avoir entendu les arguments du procureur, le juge a partagé cet avis. Il a hoché la tête, a frappé de son marteau. Il a été décidé de juger l'adolescent comme un adulte. Cela signifiait la possibilité d'une peine de prison à perpétuité. L'accusé ne reconnaissait pas sa culpabilité. Il était assis sur le banc, le regard fixé au sol. Il gardait le silence. Son avocate, une avocate commise d'office, une jeune femme, s'est battue activement pour que l'affaire soit de nouveau transférée à la justice pour mineurs. L'expert de la défense, un psychologue avec 30 ans d'expérience, a affirmé qu'Adrien manquait d'empathie et d'émotion en raison d'un trouble du spectre de l'autisme. Il a montré des diagrammes, des résultats de tests. C'est pourquoi l'accusé tentait constamment de minimiser la gravité de ses actes. Il ne comprenait pas qu'il avait fait quelque chose de mal. Quant au mobile, ce même spécialiste a raconté qu'Adrien avait regardé des contenus interdits dans son enfance. Dès l'âge de 9 ans, il préférait les vidéos où des femmes étaient blessées, où il y avait de la cruauté. L'accusé a avoué au psychologue, lors d'une rencontre confidentielle, qu'il voulait mettre fin à ses jours. Il le planifiait depuis longtemps. Mais il ne voulait pas quitter ce monde sans avoir connu ce qu'était l'intimité. Il pensait qu'il manquerait quelque chose d'important. En même temps, il voulait commettre quelque chose de très scandaleux, d'horrible, quelque chose après quoi il n'aurait d'autre choix que de partir. Quelque chose qui le pousserait définitivement à le faire, comme une dernière étape.
Le procureur doutait de cela et a répliqué sèchement. Il a souligné que l'accusé n'avait jamais fait de réelles tentatives de se faire du mal. Aucune trace sur les poignets, aucune surdose, seulement des paroles. L'accusation refusait de croire à cette théorie. Elle considérait cela comme de la manipulation. Dans les années précédentes, des amendements avaient été apportés à la législation de l'État de Californie. D'abord, des amendements permettaient au juge de décider individuellement si un accusé pouvait être jugé comme un adulte. Le juge examinait le cas, les circonstances et rendait sa décision. Ensuite, un nouveau projet de loi a été adopté, interdisant de juger des adolescents de cet âge comme des adultes, de manière générale, catégoriquement, sans exception. Tout cela a abouti à un procès très controversé. Il a duré des mois, les avocats déposaient des requêtes, le procès était reporté, ajourné. Mais initialement, Adrien a été condamné comme un adulte, le juge ayant pris sa décision avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Il a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Malheureusement, l'avocate de la défense ne s'est pas arrêtée là. Elle a fait appel. Elle a invoqué les conditions de vie difficiles de l'adolescent, les conflits familiaux durant son enfance, les problèmes sociaux auxquels la famille González était confrontée, la pauvreté. L'isolement. L'accusé lui-même a raconté, lisant une feuille d'une voix tremblante, qu'il avait échoué à ses examens et n'avait pas pu terminer ses études. Il souffrait d'une faible estime de soi, des moqueries des autres élèves. Il le traitait d'étrange, de bizarre, l'évitait. L'accusé a également déclaré qu'il était souvent laissé sans surveillance, y compris en classe de 4e. Il a passé de nombreuses nuits seul dans l'appartement pendant que sa mère restait chez son petit ami. Il mangeait des conserves, regardait la télévision jusqu'au matin. Personne ne le surveillait. Mais tous ceux qui connaissaient bien Adrien et sa mère ont rejeté ces affirmations. Les voisins ont dit « Ce n'est pas vrai. La mère était à la maison tous les soirs. Elle préparait le dîner, vérifiait les devoirs. » Dans sa petite enfance, le père biologique du garçon s'était en effet montré violent. Il buvait, battait la mère, criait sur son fils. Cependant, la mère a rompu la relation avec lui presque immédiatement, dès que les accès de colère sont devenus réguliers. Elle ne l'a pas toléré. Elle a demandé le divorce, a obtenu une ordonnance restrictive. Elle-même était une femme respectable. Elle travaillait beaucoup, 2 emplois pour nourrir sa famille. Sa famille était la principale priorité de sa vie. Adrien était entouré d'attention, d'amour et de soins. La femme faisait tout son possible pour lui assurer une vie décente. Elle économisait pour l'université, lui achetait des livres, des vêtements. L'avocate a continué d'insister. Elle a fait venir des témoins. Pendant le mariage de la mère d'Adrien, celle-ci avait lutté contre des difficultés. Elle avait eu des problèmes de dépendance à l'alcool. Elle buvait le soir, après le travail, pour gérer le stress. Cependant, au moment du crime, tout cela appartenait au passé. La mère avait arrêté de boire, complètement, définitivement, lorsqu'elle s'était séparée de son mari tyran. Elle allait à des réunions, tenait bon. Le procureur a maintenu sa version des faits. Il s'exprimait de manière tranchante. Malgré les événements désagréables dans la vie de l'adolescent, il n'était pas aussi grave que les incidents que certains rencontrent. Beaucoup grandissent dans la pauvreté, dans des familles monoparentales, vivent le divorce de leurs parents. Pourtant, ils ne deviennent pas de cruels criminels. Adrien avait clairement une prédisposition à cela, innée. Quelque chose dans son cerveau ne fonctionnait pas correctement. Il manquait d'empathie, de conscience, de peur de la punition. Curieusement, la mère a été si choquée par l'acte de son fils qu'elle a même refusé de témoigner en sa défense au procès. L'avocate l'a citée comme témoin. Elle est venue, est montée à la barre, mais a seulement dit
« Je ne peux pas ». Elle a fondu en larmes et partie. L'avocate a continué à faire pression, à déposer des appels. Elle a utilisé chaque faille de la loi. Cela a commencé à porter ses fruits. La Cour suprême de l'État a accepté de réexaminer l'affaire. Craignant un adoucissement de la décision du tribunal, les parents de la fillette décédée ont commencé à agir. Ils ont créé une pétition sur change.org. Ils ont recueilli des signatures. La pétition s'opposait à l'atténuation de la culpabilité du criminel en raison de son jeune âge. Elle a été signée par des milliers de sympathisants, près de 100 000 en une semaine. Les gens écrivaient des commentaires. Il doit rester en prison à vie. Mais, malheureusement, la pétition n'avait aucune valeur juridique. Elle n'a pas fonctionné. Après de longues discussions, les audiences ont duré des jours et plusieurs appels de la part de la défense, la Cour suprême de l'État a statué que l'affaire devait être examinée par un tribunal pour mineurs. Ils ont justifié cela par la nouvelle loi. Adrien avait 15 ans. La loi s'appliquait à lui. La décision initiale a été révisée. La sentence a été annulée. C'est arrivé en 2018, 3 ans après la tragédie. Pendant plusieurs années jusqu'à ce moment, Adrien avait été détenu dans un établissement pour adultes du comté. Une cellule de 3 mètres sur 3, une couchette en fer, des toilettes sans cloison. Il était le plus jeune détenu. Il était maintenu à l'isolement pour sa sécurité. Les autres détenus détestaient ceux qui s'en prenaient aux faibles. Ils auraient pu lui faire du mal à la première occasion. Plusieurs experts ont soutenu la décision de révision. 9 semaines avant l'approbation de l'appel, ils ont mené une série d'entretiens avec Adrien. Ils l'ont testé. Ils ont estimé que le jeune homme était tout à fait apte à un programme de réhabilitation pour jeunes délinquants. Ils ont écrit dans leur rapport « Il montre des remords, comprend les gravités de ses actes, est prêt pour la réhabilitation ». Les chances de redressement sont élevées. Les audiences ont été fixées pour avril 2021. Elles ont été reportées 2 fois à cause de la pandémie. Jusqu'alors, Adrien n'avait pas pleinement reconnu sa culpabilité. Il suivait le conseil de son avocate, se taire, ne pas témoigner. Bien que cela n'ait pas eu beaucoup d'importance face aux preuves irréfutables découvertes. ADN, empreintes digitales, vidéos, tout l'incriminait. Avant le début du nouveau procès, Adrien González a radicalement changé de position. L'avocate lui a probablement expliqué la réalité de la situation. Reconnaître sa culpabilité pouvait adoucir la peine. Il a écouté. Il a plaidé coupable pour tous les chefs d'accusation. Il s'est levé, a regardé le juge, a dit « Coupable, coupable, coupable » 6 fois. Il y avait 6 chefs d'accusation au total, y compris l'enlèvement, et le pire. Lors du prononcé de la sentence, le jeune homme s'est exprimé. Il lisait une feuille en bégayant. Il a déclaré qu'il regrettait ce qu'il avait fait, qu'il comprenait toute la gravité, qu'il pensait à Madison tous les jours. Il s'est excusé auprès de la famille de la fillette, s'est tourné vers eux. Ils étaient assis au premier rang. La mère regardait le sol, le père serrait les poings. Adrien a dit « Pardonnez-moi ». Il a exprimé l'espoir qu'un jour il pourrait lui pardonner. Sa voix tremblait, des larmes sur son visage, réelles ou feintes, difficiles à dire. En réponse à cela, les proches de Madi ont dit, pas tout de suite, par l'intermédiaire de leur avocat, plus tard, qu'ils n'avaient tout simplement pas d'autre choix que de le faire, essayer de pardonner. Les proches ne voulaient pas que cette douleur continue de les tourmenter éternellement. Ils voulaient continuer à vivre d'une manière ou d'une autre. La mère de la fillette a souffert de dépression, d'anxiété et de troubles de stress post-traumatique pendant toutes ces années. Elle ne pouvait pas sortir de chez elle pendant des semaines. Elle avait peur des gens, du bruit, de tout. Elle ne pouvait même pas travailler.
Elle a été licenciée pour raison de santé. Tout cela a pesé lourdement sur les épaules de son mari. Il a dû travailler pour deux, prenant des quarts de travail supplémentaires, des petits boulots. Bien qu'il ait lui aussi très mal vécu cette période et qu'il aimait profondément sa fille, il tenait bon, simplement. Quelqu'un devait tenir bon. Dans le système de justice pour adultes, le coupable risquait une peine de 126 ans à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. S'il avait été jugé comme un adulte, il serait resté en prison pour toujours. C'était garanti. Mais la loi pour les mineurs était beaucoup plus clémente, une autre philosophie, l'idée de la possibilité de rédemption, que les jeunes peuvent changer. Grâce à la révision de la décision, Adrien a obtenu le droit à une libération après 10 ans, lorsqu'il aurait 25 ans. Seulement 10 ans pour avoir pris une vie, de manière irréparable, et pour l'enlèvement d'une jeune fille. Il pourrait être libéré en 2025. L'expert, ce même psychologue, s'est entretenu avec lui plusieurs fois en détention. Il a conclu qu'Adrien présentait un faible risque de récidive pour un crime grave, qu'il n'avait pas de psychopathie, qu'il était réceptif au traitement, à la réhabilitation. Naturellement, toutes ces décisions ont indigné l'opinion publique de la ville et toutes les personnes concernées. Des gens ont organisé des rassemblements devant le palais de justice. Ils tenaient des pancartes « Justice pour Madi »,« À vie, c'est à vie ». Ils plaidaient pour un durcissement de la législation californienne en vigueur, exigeaient une révision de la loi. En substance, tout cela ressemblait à une parodie de justice. La fillette n'est plus là. Le coupable sortira dans 10 ans. Où est la logique? Beaucoup ont déclaré qu'un tel méfait ne pouvait pas avoir été commis par une personne saine d'esprit, capable de se réhabiliter, surtout en seulement 10 ans. Que peut-on réhabiliter là-dedans? Il savait ce qu'il faisait. Il l'a privé d'air pendant une demi-heure. Ce n'est pas une impulsion, c'est un choix. L'exigence de s'enregistrer à vie comme un délinquant enclin à des actes dangereux semblait également peu convaincante. Cela signifiait seulement que les voisins seraient au courant. Mais qu'est-ce que cela changerait? Ainsi que le versement de 22 000 $ à titre de dédommagement à la famille Middleton. De l'argent, comme si cela pouvait compenser quoi que ce soit. Le grand-père de Madi, le père de la fillette, a pris la parole lors de l'audience de détermination de la peine. Un homme âgé, avec une canne. Il parlait fort, clairement. Il s'est prononcé contre. Il n'acceptait pas les excuses d'Adrien. Pas du tout. Il a déclaré que cet amendement à la législation, qui permet à des personnes aussi dangereuses de se promener en liberté, aurait des conséquences terribles à l'avenir. Il crée un précédent. D'autres verront, on peut commettre quelque chose d'horrible et sortir après 10 ans. Ce n'est pas juste. Ces personnes ont probablement un risque plus élevé de récidive. Elles commettront à nouveau des actes terribles. Elles nuiront à nouveau. Les statistiques ne sont pas en faveur de la réhabilitation. Il regardait le juge en disant cela. Le juge écoutait, mais la décision était déjà prise. Après tous ces événements tragiques, un lien très étrange s'est formé entre les mères du condamné et de la victime. Toutes deux avaient perdu leurs enfants, l'une littéralement, l'autre au sens figuré. La femme, la mère d'Adrien, a été si bouleversée par l'acte de son fils qu'elle s'est détournée de lui. Elle ne lui rendait pas visite, n'écrivait pas de lettres, ne répondait pas à ses appels. La mère d'Adrien a déclaré à plusieurs reprises aux journalistes, à ses amis, à tout le monde « Mon fils est parti avec Madison pour moi. Ce même jour, j'ai perdu mon fils quand il a fait ça. Le garçon que je connaissais a disparu. » La mère de la victime, Laura, estimait que l'autre n'était pas coupable de ce que son fils avait fait. Elle se croisait par hasard dans la cour, dans la rue. Au début, elles s'évitaient, puis elles ont commencé à se parler.
Elles se soutenaient mutuellement. Personne d'autre ne pouvait comprendre leur douleur comme elles comprenaient la douleur de l'autre. Les voisins les ont vues à plusieurs reprises assises ensemble sur un banc près du mémorial, en silence ou en pleurant, juste assises l'une à côté de l'autre. En l'honneur de Madison, un mémorial a été créé dans la cour du complexe Tannery. Une petite statuette en bronze coulée par un artiste local. Un loup hurlant à la lune, exactement comme elle le dessinait. Elle aimait beaucoup ces animaux. Une plaque à la base, à la mémoire de Madison Middleton. Notre pipelette m'a dit, jeune pour toujours. Les gens apportaient des fleurs, des jouets. Quelqu'un a laissé un dessin de loup. Quelqu'un a écrit un mot. Les mères de la victime et du coupable s'asseyaient souvent ici ensemble. Le soir, quand la cour se vidait, elles regardaient la statuette, ne parlaient pas, étaient simplement présentes. En février 2025, il y a seulement quelques mois, la Commission des libérations conditionnelles a tenu une audience. Adrien, maintenant un jeune homme de 24 ans, a déposé une demande. Il s'est présenté devant la commission, a parlé de ses remords, de son travail sur lui-même, de sa thérapie. La commission a statué qu'Adrien ne serait pas libéré, pas maintenant. Il restera en isolement pour au moins 2 années supplémentaires, après quoi il pourra déposer une nouvelle demande. Et cela continuera ainsi. Tous les 2 ans, une nouvelle audience, jusqu'à ce qu'on lui permette de sortir, ou jusqu'à ce qu'il décède en détention. Malheureusement, les événements tragiques ne se sont pas arrêtés là. Madison a été incinéré après toutes les expertises. La cérémonie fut discrète, privée. Seuls les proches parents. Son père transportait les cendres de sa fille dans sa voiture, dans une petite urne sur le siège passager. À sa manière, il luttait contre l'amertume de la perte. Il parlait à l'urne, racontait comment s'était passée sa journée. Cela donnait de la force à cet homme, le sentiment qu'elle était toujours là, qu'elle n'était pas complètement partie. Cependant, quelques années après la tragédie, en 2019, la voiture a été forcée la nuit sur le parking d'un centre commercial. La vitre a été brisée, la voiture volée. Elle a été retrouvée 1 semaine plus tard, abandonnée, vide, avec les cendres qui avaient été jetées quelque part. Il n'y avait plus d'urne. Les cendres s'étaient dispersées. La famille Middleton n'a même pas pu conserver la dernière parcelle de leur unique enfant. Même cela leur a été enlevé.